Bienvenue dans Cuir et lin dans l'Égypte ancienne. Le tannage, procédé connu depuis la préhistoire, était pratiqué en Égypte, mais assez peu apprécié en raison de la chaleur. Le cuir était essentiellement réservé aux sandales, sacs, fourreaux de dague, carquois et objets similaires. Contrairement au cuir ordinaire, les peaux de léopard étaient très prisées et souvent portées par les prêtres. Ah! Apprécié pour sa fraîcheur sous les climats chauds, le lin était la fibre la plus utilisée pour les textiles. Il était fabriqué à partir de la plante éponyme, omniprésente en Égypte. Les fibres étaient généralement teintes avant d'être tissées. Si la couleur était utilisée pour les textiles, les vêtements eux-mêmes étaient rarement teints et la plupart des Égyptiens portaient du blanc. La couleur représentait la pureté spirituelle, un objectif quotidien pour chacun. On obtenait diverses couleurs à partir de la guède, une teinture tirée des feuilles d'Isatis tinctoria. Cette plante, cultivée dans le delta du Nil, permettait d'obtenir diverses nuances. En faisant varier la durée de macération des feuilles, la teinte allait du rouge au vert et l'ajout de calcaire affectait la concoction, permettant ainsi de générer du bleu. L'époque gréco-romaine introduisit d'autres ingrédients qui élargirent la palette des couleurs. Le style de cette zone est fortement influencé par les cuves de teinture et les tanneries de Fès au Maroc. Ceci nous a aidé à imaginer l'apparence que pouvaient avoir de tels lieux dans l'Égypte ancienne. Si cette tannerie se trouve en ville, celle de l'époque était généralement à l'extérieur des murs. Les tanneurs étaient méprisés, pour ne pas dire détestés par les Grecs, en raison des odeurs liées à leur activité. Bienvenue dans la mode dans l'Égypte ancienne. La vie des Égyptiens de l'Antiquité présente de nombreuses différences, mais aussi des ressemblances saisissantes avec notre mode de vie actuel. La connaissance de la vie quotidienne des anonymes, de l'homme de la rue il y a plusieurs millénaires, nous révèle les constantes de l'humanité. Les bijoux étaient très appréciés des Égyptiens de toutes classes sociales. Les hommes comme les femmes portaient des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. La quantité et la nature des bijoux portés par un individu dépendaient de son niveau social. La plupart des gens portaient des colliers de perles et des bracelets simples, notamment en cuir. Les objets colorés en terre cuite et en pâte de verre étaient très appréciés. Les membres de l'élite portaient des bijoux en or, en argent et en pierres précieuses. L'éclat de l'or étant inaltérable, il était jugé semblable à la chair des dieux. Les grands colliers étaient très prisés. Formés de rangs de perles, arrangés en forme d'animaux ou de fleurs, ils produisaient un son doux, similaire à celui d'un carillon qui était censé apaiser les dieux. Quoiqu'idéalisés,
Les peintures des tombeaux témoignent de l'évolution de la mode de l'Ancien au Nouvel Empire. Les Égyptiens accordaient une grande importance à l'apparence et à la propreté. Ils veillaient à leur habillement, à leur coiffure et à leur parure. Presque tous les vêtements de l'Égypte ancienne étaient faits de lin, la qualité des étoffes étant néanmoins variée. Le lin était généralement blanc, drapé sur le corps et pincé à la taille. Mais certains vêtements étaient cousus. Les hommes riches portaient de longues tuniques, des pagnes ou des kilts, tandis que les pauvres devaient se contenter d'un pagne. Les femmes portaient de longues robes et la qualité de l'étoffe témoignait de leur statut social. Les Égyptiens marchaient généralement pieds nus, mais portaient parfois des sandales en cuir ou en fibre de papyrus. Les produits de beauté, y compris les concoctions contre les odeurs corporelles et la mauvaise haleine, faisaient partie de la vie quotidienne des Égyptiens. Utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes, les produits cosmétiques allaient de la pommade hydratante ou solaire jusqu'au maquillage. L'ocre rouge, une argile naturelle, était le produit le plus courant pour rehausser la couleur des lèvres et des joues. Le henné était utilisé sur les ongles et les lèvres, ainsi que pour la teinture des cheveux. Les femmes riches l'employaient pour la décoration de la paume des mains et la plante des pieds. Les Égyptiens pensaient que le khôl était doté de pouvoirs magiques. Et ils l'employaient pour se protéger les yeux du soleil et éviter les infections oculaires dues aux particules charriées par le Nil. Un khôl spécial de couleur verte, fabriqué à partir de malachite broyé, était porté lors des cérémonies et des rites religieux. À partir de la puberté, les femmes portaient les cheveux longs, souvent en tresse. Les femmes riches ajoutaient à leur coiffure des peignes sculptés et des épingles à cheveux. Les hommes portaient rarement leurs cheveux plus bas que les épaules. À l'époque dynastique, la plupart se rasaient, une tendance lancée par l'élite et reprise par toute la population. La reine Hatshepsut, lorsqu'elle devint pharaon, décida d'arborer une barbe postiche. Les perruques étaient très populaires. Utilisées pour cacher les cheveux blancs ou la calvitie, elles étaient tenues en place à l'aide de cire d'abeille. Les perruques les plus luxueuses, réservées à la famille royale, étaient en cheveux humains. Les autres étaient faites de lin, de laine ou de poils d'animaux. On rasait généralement les cheveux des enfants jusqu'à la puberté. Les petites filles gardaient quelques mèches et les garçons une tresse sur le côté. On rasait généralement les cheveux des enfants jusqu'à la puberté. Les petites filles gardaient quelques mèches et les garçons une tresse sur le côté. Bienvenue dans les artisans dans l'Égypte ancienne. C'est sous le regard inquisiteur de Ptah, dieu de l'artisanat et de l'architecture, que les Égyptiens ont développé leur interprétation unique du monde dans lequel ils vivaient. Mais il est important de se rappeler que leur vision de l'art et des créateurs était très différente de notre conception moderne. La culture créative ne reposait pas sur des artistes, mais sur des artisans de talent très respectés. Les spécialités majeures de ces artisans étaient le dessin, la peinture, la sculpture et le travail du métal. Les artisans de l'Égypte ancienne créaient aussi bien des œuvres d'art que des objets du quotidien. Chaque objet réalisé avait une fonction spécifique et était fabriqué par des artisans anonymes qui travaillaient seuls ou en équipe. Les activités telles que la poterie et le travail du métal étaient utilisées pour les objets du quotidien.
Les objets de luxe et les illustrations artistiques étaient réservés aux rites des temples. Les artisans signaient rarement leur travail, mais ils avaient tout à fait conscience de posséder des compétences et des talents uniques. L'art sous toutes ses formes nous offre un aperçu unique du mode de vie des Égyptiens, ainsi que de la manière dont ils voyaient le monde et la place qu'ils y occupaient. L'équilibre entre ordre et chaos était crucial pour les univers physiques et métaphysiques. Ceci explique pourquoi l'art égyptien suivait des règles stylistiques très strictes qui respectaient cette vision du monde. Des maisons aux tombeaux, en passant par les palais et les temples, les poteries, papyrus et textiles étaient essentiels à la vie quotidienne des Égyptiens de l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, le dessin était utilisé pour l'illustration, comme dans le livre pour sortir au jour. C'était également la première étape de la création d'un relief, d'une peinture ou d'une statue. Les représentations bidimensionnelles se préoccupaient de l'ordre et de la forme. Elles étaient destinées à honorer les dieux et à faciliter la transition de l'âme vers l'au-delà. Sur le plan du style, les Égyptiens cherchaient à représenter l'aspect intérieur de la forme humaine. Les représentations artistiques faisaient donc passer le réalisme à l'arrière-plan pour idéaliser la jeunesse et favoriser l'harmonie visuelle. Les scènes de chasse et de combat étaient l'exception. Les paysages et les ennemis y étaient présentés de manière vivante, voire chaotique. Les animaux et les ennemis étaient empilés, comme pour représenter le chaos, alors que les Égyptiens avaient des poses solennelles qui structuraient la scène. Les Égyptiens utilisaient les bas comme les hauts reliefs. Ces deux méthodes exigeaient une surface adaptée à la technique. La préparation de la surface dépendait de la qualité de la roche. Un bloc provenant d'une carrière ne nécessitait qu'un ponçage. En revanche, le travail était plus important pour les tombeaux taillés dans la roche. La surface était souvent enduite de plâtre avant d'être sculptée. Pour les reliefs, une ébauche était dessinée en rouge. Un carroyage rouge était ensuite appliqué afin de positionner les éléments de la scène. Les ébauches étaient corrigées en noir et une fois approuvées, la scène était prête à être taillée. Cette méthode explique le nom qui était donné aux créateurs des reliefs, ceux qui tracent les contours. Les statues étaient considérées comme les conteneurs de l'âme des défunts ou des divinités. C'est pourquoi on appelait les sculpteurs ceux qui font vivre. Cette tâche divine leur valait le plus grand respect. Comme pour les reliefs, la création d'une sculpture commençait par un dessin. La plupart des statues étaient taillées dans des blocs extraits de carrières, souvent en calcaire. Mais on utilisait parfois des pierres plus dures comme le quartzite. Dans l'Égypte ancienne, le métier d'artisan était très organisé et obéissait à une hiérarchie spécifique. La plupart des artisans étaient rattachés à une institution qui leur fournissait les matières premières. Il existait 3 niveaux de travail dans l'artisanat: les foyers, les grands domaines et les ateliers des temples et des palais. La superficie des plus grands ateliers royaux pouvait atteindre 280 hectares. À l'échelon du foyer, la plupart des Égyptiens étaient plus ou moins artisans. La capacité à réparer les outils était une nécessité quotidienne. Les objets courants pouvaient aussi être troqués au marché local. Les artisans de talent, mais dépourvus de moyens,
travaillaient dans de vastes domaines où l'élite leur fournissait un atelier et des matières premières. Les artisans les plus compétents étaient employés par les temples ou l'État et bénéficiaient d'un statut spécial. Ils disposaient d'ateliers très bien conçus et jouissaient d'une grande considération. Un texte ancien, appelé la Satire des métiers, nous renseigne de façon très détaillée sur la manière dont les artisans étaient perçus à cette époque. On disait du chaudronnier qu'il puait et que ses doigts ressemblaient à des déjections de crocodile, et du potier qu'il vivait dans un marécage. Le trait était probablement grossi afin de mettre en avant la position la plus enviable, celle de scribe. Situé près de la vallée des rois, Der el-Médineh était un village créé sur ordre du pharaon pour honorer les meilleurs artisans. Ce nom pourrait être traduit par le monastère de la ville. Ces artisans, considérés avec respect, se voyaient dotés d'une maison et recevaient le titre officiel d'artisans royaux. Ceux qui y vivaient travaillaient dans les tombeaux de la vallée des rois et dans les temples environnants. Selon les archéologues, le site a accueilli des artisans talentueux et respectés pendant plus de 4 siècles. Il est considéré comme l'une des plus importantes découvertes sur la vie quotidienne en Égypte ancienne. L'archéologie égyptienne s'était longtemps concentrée sur les rois et les reines. Ce n'est qu'avec les fouilles de Der el-Médineh que les égyptologues ont pu disposer d'une précieuse fenêtre sur la vie des artisans égyptiens de l'Antiquité.